En août 2017, la jeune Émilie Peguero, âgée de 16 ans et enceinte de 5 mois, part avec son petit ami récupérer des résultats médicaux dans une clinique obstétrique. Elle ne reviendra jamais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Virginie et aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Émilie Peguero qui a suscité une forte émotion en République dominicaine. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir comment les enquêteurs ont finalement réussi à élucider les circonstances de sa disparition. C'est par une belle journée ensoleillée que Émilie vient au monde le 12 juin 2001 dans une zone semi-rurale en République dominicaine. Elle est la dernière née des 3 enfants d'Adalgisa et Gennaro Peguero. Émilie grandit dans une famille modeste et aimante à San Francisco de Macorís. Elle ne manquera jamais de rien. Malgré le fait qu'elle ait une santé fragile, elle souffre d'asthme, elle a toujours été très active. À l'adolescence, c'est une jeune fille qui s'intéresse à plein de choses. Elle adore cuisiner, elle chante, elle danse, surtout la mangoulina, une danse traditionnelle de République dominicaine. Les danseurs portent des vêtements colorés et traditionnels, de longues robes pour les femmes et des pantalons et chemises à rayures pour les hommes. Et Émilie adore se préparer, se maquiller, se vêtir pour danser cette danse qui est le symbole de l'identité culturelle de la République dominicaine. Depuis toute petite, elle a des rêves plein la tête, elle voudrait devenir mannequin, hôtesse de l'air, avocate, elle rêve de voyage, de liberté, de faire de grandes choses et elle sait que pour cela, il faut du travail et des sacrifices. Aussi, c'est une élève sérieuse et disciplinée. Alors qu'elle a 8 ans, une famille bien différente de la sienne emménage dans la maison située en face de la rue. Comme je vous l'ai dit, la famille d'Émilie est très modeste, mais en face de chez eux se trouve une grande propriété dans laquelle s'installe la famille Martinez. Marlene, son compagnon Roberto ainsi que ses 3 enfants arrivent des États-Unis et ils viennent prendre un nouveau départ en République dominicaine. Marlene vient d'une famille très influente, c'est une femme instruite qui touche à la politique. Alors qu'elle était jeune, sa famille engagea un jeune chauffeur et ce fut le coup de foudre. Après quelques mois de relations clandestines, elle était enceinte de son premier enfant, Marlon. Malheureusement, sa famille ne cautionne pas cette histoire d'amour avec cet homme, un homme qui ne fait pas partie de leur milieu, et pour lui, pour leur histoire d'amour, elle coupe les ponts avec eux. Après un mariage et 3 enfants, la belle idylle du départ ne tient pas et le couple divorce. Marlene décide alors de revenir en République dominicaine dont elle est originaire avec ses enfants. Là, elle va tourner définitivement la page de son mariage, elle refait sa vie et rencontre un nouvel homme, un certain Roberto. Le couple se marie et il décide d'acheter une grande propriété. La famille s'installe donc juste en face des Peguero. Au départ, les rapports entre les 2 familles sont plutôt bons. Marlene est une femme connue pour son caractère bien trempé, ambitieuse, elle est très impliquée en politique. Elle a été membre du Parlement jusqu'en 2016, puis elle est devenue directrice adjointe du service des migrations et des passeports. Sa carrière, la politique, l'oblige à voyager beaucoup, à travailler tard et elle peut toujours compter sur la famille Peguero. Les 2 familles s'étant quelque peu rapprochées, ce sont eux qui gardent ses enfants lorsqu'elle est en déplacement. Les enfants des 2 familles se connaissent bien, ils vont à la même école publique et souvent, après les cours, ils rentrent tous chez les Peguero. Adalgisa et Gennaro sont des gens humbles et généreux, ils gardent les enfants de Marlene, les font manger sans rien demander en retour, juste par générosité et solidarité entre voisins. Ils sont d'ailleurs honorés d'avoir une personne si importante comme voisine. Après, n'allez pas croire qu'ils deviennent amis, Marlene ne les considère pas comme son égale, ils ne viennent pas du même monde, elle qui fréquente les plus hautes sphères de la société. Un jour, elle propose à Gennaro de travailler avec elle en tant que garde du corps et cet épisode va contribuer un peu plus à créer le fossé entre les 2 familles. Au contact plus rapproché de Marlene, Gennaro est déçu, il se rend compte que la gentillesse et la générosité dont elle fait preuve ne sont que façade. Sa seule motivation est son ambition personnelle, gagner des voix, préserver son image. Elle ne se soucie en réalité ni de l'environnement ni des personnes défavorisées comme elle le prétend. D'ailleurs, plus elle s'engage en politique, plus elle semble prendre ses distances avec la famille Peguero, elle se montre de plus en plus froide.
Durant toutes ces années, les enfants Martinez et les enfants Peguero grandissent donc ensemble un peu comme des cousins-cousines. Seulement, personne ne se rend compte que deux d'entre eux, au fil des ans, sont devenus plus que cela. Au fil des ans, Emily, la petite dernière des Peguero, et Marlon, l'aîné des Martinez, sont devenus intimes. Marlon a 2 ans de plus qu'Emily, qui a tout juste 15 ans. Malheureusement pour les jeunes gens, ce rapprochement n'est pas au goût des familles des deux côtés. Déjà, premièrement, Marlon est plus âgé qu'Emily. De plus, Gennaro sait très bien que Marlene n'acceptera jamais sa fille comme belle-fille. Elle a des ambitions bien plus grandes pour son fils aîné. Cette relation est vouée à l'échec. Mais Emily ne veut rien entendre, elle est amoureuse, elle aime répéter à son père « c'est l'amour, ça ne se contrôle pas ». Seulement, en août 2017, quelques semaines après son 16e anniversaire, Emily se rend compte qu'elle est enceinte. Cette nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Il faut savoir qu'en République dominicaine, l'avortement est interdit. Les deux jeunes gens n'ont donc pas d'autre choix que d'assumer cette future naissance. Emily appréhende un peu la réaction de ses parents, mais elle est ravie de cette grossesse. En plus, elle est folle amoureuse de Marlon. Cependant, lui ne partage pas du tout son enthousiasme. Il s'apprête à intégrer une prestigieuse université, Harvard. Grâce à une belle bourse d'études, ce n'est absolument pas le moment de s'encombrer avec un enfant. Un peu dépassé par les événements, il décide d'en parler à sa mère qui, comme vous en doutez, ne va pas du tout bien prendre la nouvelle. Elle est dévastée, son fils a tant de grandes choses à accomplir, il ne va pas s'encombrer de l'enfant de la pauvre petite voisine. Elle demande alors à Marlon s'il est sûr qu'elle est bien enceinte et de combien. Il lui dit qu'il n'en sait rien, elle lui a juste annoncé la grossesse comme cela. Le lendemain, alors qu'Emily dort encore, on frappe à la porte. Ses parents sont absents, sa mère est à l'église et c'est sa grande sœur qui va ouvrir. Elle tombe sur Marlene. Elle veut voir Emily, elle l'emmène faire quelques courses. Un peu impressionnée, la jeune adolescente se lève et hâte de se préparer. Mais au lieu d'aller faire des courses, Marlene l'emmène chez Maria Balvina Rodriguez, sa dame de confiance. Maria travaille depuis des années pour Marlene, c'est elle qui s'occupe du ménage, de faire les courses, mais c'est aussi elle qui la coiffe dans un petit salon qu'elle a aménagé chez elle. Sitôt arrivée, elle conduit Emily aux toilettes afin de lui faire passer un test de grossesse pour être sûre. Le verdict tombe, il est positif. Marlene décide alors de ramener Emily chez elle. Elle doit avoir une sérieuse conversation avec ses parents. C'est Adalgisa qui va la recevoir. Sous le choc, elle apprend de la part de sa voisine que sa fille de 16 ans est enceinte. Après cette révélation, Marlene se montre plutôt conciliante. Elle rassure la mère d'Emily en lui disant qu'elle peut compter sur son soutien. Cet enfant à naître est son petit enfant et Marlon assurera ses responsabilités de père. Les jours suivants, Emily et sa mère gardent le secret de cette nouvelle. Elles appréhendent pas mal la réaction de Gennaro, le papa. C'est donc en catimini que toutes les deux se rendent chez un médecin pour confirmer officiellement cette grossesse. Et c'est ainsi qu'elles apprennent que l'adolescente est enceinte de 5 mois et le bébé est un petit garçon. Le 22 août 2017, la jeune fille de 16 ans fait une nouvelle prise de sang et alors que les résultats doivent arriver 3 jours plus tard, soit le 25 août, elle décide qu'il est enfin temps de tout révéler au papa. Pour Gennaro, c'est un véritable choc. Devant cette révélation, il garde le silence, il ne peut rien dire, il ne peut pas parler. Mais Gennaro est un homme bon, il aime sa fille, il est très croyant et s'il en est ainsi, eh bien, il la soutiendra quoi qu'il en coûte. Emily est extrêmement soulagée, à présent tout le monde est au courant de sa grossesse, elle va bientôt devenir maman et elle a déjà une idée du prénom qu'elle donnera à son petit garçon, il s'appellera Jacob ou Moses. Cet après-midi-là, Roberto, le père de Marlon, se présente chez les Peguero. Une nouvelle fois, il assure que Marlon assumera ses responsabilités de père. Ils sont prêts à aider Emily et sa famille, notamment financièrement. Le 23 août 2017, à 8h30, Emily quitte la maison familiale. Avec Marlon, ils doivent aller récupérer les résultats de la prise de sang. Mais au bout de plusieurs heures, la jeune maman n'est toujours pas rentrée. Sa famille commence à s'inquiéter, d'autant plus qu'Adalgisa croise Marlon dans le quartier, mais il est seul. Emily n'est pas avec lui.
Elle lui demande alors où est sa fille et le jeune homme lui répond que finalement ils avaient fait une erreur, les résultats n'étaient pas prêts et alors qu'il rentrait à la maison, Émilie lui avait demandé de la déposer dans une station-service où elle avait rendez-vous avec son oncle pour faire quelques courses. Il l'avait donc déposée, il lui avait donné 200 pesos car elle n'avait pas d'argent sur elle et il avait bien pris soin d'attendre l'arrivée de son oncle. Lorsque ce dernier était arrivé sur une moto blanche, Émilie était partie avec lui, il n'y avait pas à s'inquiéter, elle ne devrait pas tarder à rentrer. Seulement, loin de rassurer la mère d'Émilie, la version de Marlon va encore plus l'inquiéter. Sa fille ne répond pas au téléphone, elle est injoignable, elle n'a jamais évoqué le fait de retrouver l'un de ses oncles, sa mère a tout de suite un mauvais pressentiment. Elle contacte alors tous les oncles de la jeune fille, mais aucun d'entre eux ne l'a vue. Troublée, Adalgisa rentre à la maison et sa fille aînée l'informe qu'elle vient de recevoir un texto d'Émilie. Elle lui explique grosso modo la même chose que ce que vient de dire Marlon. Elle est avec son oncle, elle fait quelques courses, elle ne va pas tarder à rentrer. Seulement, ce texto, au lieu de rassurer la famille, va encore plus semer le doute. En effet, ce n'est pas dans les habitudes d'Émilie d'envoyer des textos, elle n'en envoie que très peu et préfère les vocaux. Par ailleurs, Émilie est une jeune fille studieuse, elle écrit quasiment sans faute d'orthographe et le texto est truffé de fautes. De plus en plus angoissés, ses proches se mettent donc à sa recherche, ils contactent tous les membres de la famille, les copines d'Émilie, personne ne l'a vue. Sa mère décide donc de se rendre dans la fameuse station-service pour voir si elle trouve une trace de sa fille, une info. Devant son inquiétude, l'employé de la station-service, qui dit n'avoir rien remarqué de particulier, accepte de visionner les images des caméras de surveillance. Sur celles-ci, aucune trace de la voiture de Marlon, aucune trace de sa fille ou d'un homme sur une moto blanche. Marlon a donc menti. Sous le choc, Adalgisa contacte immédiatement la police pour leur signaler la disparition de sa fille. Dans la foulée, la famille diffuse la photo d'Émilie et son signalement sur les réseaux sociaux. La disparition de la jeune fille va tout de suite être prise au sérieux par la police. Les investigations commencent et rapidement la télé et la radio s'emparent de l'affaire car le fils d'une personnalité politique est impliqué. Pour les parents d'Émilie, il n'y a aucun doute, Marlon est forcément impliqué dans la disparition de leur fille. Ils pensent que la famille Martinez ne veut pas de cette grossesse et qu'ils ont sûrement fait le nécessaire pour faire avorter clandestinement la jeune fille de gré ou de force. Le lendemain de la disparition, ils font une déclaration dans les médias dans laquelle ils pointent Marlon et sa mère. Ils pensent que ce sont eux qui détiennent leur fille, qu'ils savent où elle se trouve. Adalgisa annonce alors: qu'on me rende ma fille, elle est enceinte de 5 mois, je suppose que c'est pour la faire avorter qu'ils l'ont emmenée. Rapidement, tout le monde partage les soupçons de la famille d'Émilie, Marlon devient le principal suspect, d'autant plus que dans la foulée, sa mère engage un avocat renommé. De plus en plus acculés par ces accusations, Marlon et Marlene prennent également la parole dans les médias. Marlene raconte à quel point ils sont inquiets, ils ne savent pas où elle est. Elle rappelle qu'Émilie était la petite amie de son fils, qu'ils la connaissent depuis des années et qu'ils sont très attristés par cette disparition. La seule chose qu'ils attendent, c'est qu'elle rentre car elle fait partie de la famille. Elle demande à son tour l'aide de chacun dans cette terrible épreuve. De son côté, Marlon raconte la même version que celle qu'il avait donnée à la famille de sa petite amie. Le jour de la disparition, ils sont allés chercher des résultats qui n'étaient pas prêts et au retour, il a déposé la jeune fille qui est partie avec un homme à moto qu'il pensait être son oncle. Seulement, loin de jouer en leur faveur, les déclarations de Marlon et Marlene ne semblent pas sincères. Marlon semblait répéter un texte appris par cœur, il n'avait aucune expression, il semblait gêné et il détournait sans cesse le regard. Aussi, certains observateurs remarquèrent que la politicienne a parlé d'Émilie au passé. Elle avait dit « Émilie était la petite amie de mon fils et non pas Émilie est la petite amie de mon fils comme si elle était déjà morte. » Ce qui ne va faire que renforcer les soupçons qui pèsent sur eux.
Le lendemain de ces déclarations, Marlon et Marlene sont convoqués au poste de police où ils sont entendus. Seulement, tous les deux ne sont pas clairs dans leurs déclarations, ils se contredisent. Marlon est alors placé en détention provisoire pour 3 mois. Pendant ce temps-là, les policiers cherchent à localiser les téléphones de Marlon et Emily le jour de la disparition et ils découvrent que le jeune homme s'est bel et bien rendu dans une station-service, mais dans la région de la capitale, il a été filmé en train de faire le plein. Puis, la géolocalisation les conduit dans une résidence dont Marlene possède un appartement. C'est là qu'ils perdent la trace d'Emily. Les policiers apprennent que l'appartement est vide, il n'y a pas de locataire et ils décident de se rendre sur place. Dans l'appartement, ils trouvent un matelas taché de sang et dans la machine à laver, ils retrouvent 2 serviettes, elles aussi tachées de sang. La piste de l'avortement clandestin semble de plus en plus plausible. La résidence est équipée de nombreuses caméras de sécurité et ils se rendent donc au bureau du concierge pour les visionner. Le problème, c'est que les enregistrements ont mystérieusement disparu. Le concierge, Kelvin Jiménez, est aussitôt arrêté et interrogé. Il raconte que le jour de la disparition, il avait bien vu Marlon et Emily arriver dans la résidence. La jeune fille semblait de bonne humeur, elle était souriante et il a tout de suite remarqué que Marlon portait avec lui un grand sac. Ce jour-là, l'ascenseur était en panne et le couple a donc pris les escaliers pour se rendre dans l'appartement. C'est la dernière fois qu'il verra Emily. Quelques heures plus tard, il voit sur les caméras Marlon ressortir seul avec le sac qui semble cette fois-ci contenir quelque chose de lourd. Il le voit mettre le sac dans le coffre de sa voiture et partir. Le soir même, lorsqu'il entend parler de la disparition d'Emily, Kelvin a tout de suite un mauvais pressentiment, mais il n'appelle pas la police. Au lieu de cela, il contacte Marlene. Il lui raconte ce qu'il a vu le jour même sur les images de surveillance et ensemble, ils les visionnent. Marlene est très agitée, elle pleure, elle semble bouleversée. Le lendemain, lorsqu'il revient dans son PC sécurité, il constate que la porte a été forcée et les images ont disparu. Il décide de ne pas poser plus de questions que cela. Pour les policiers, 2 hypothèses, soit effectivement Marlene est revenue dans la nuit pour effacer les images de surveillance, soit elle a payé Kelvin pour le faire. Quoi qu'il en soit, l'étau se resserre de plus en plus autour de Marlon et de sa mère. Après cette découverte, Marlene se rend d'elle-même aux autorités le mercredi 30 août. Elle déclare « J'agis comme une mère ». Marlon, lui, revient sur ses déclarations et voici ce qu'il raconte. Le 23 août, il était bien venu récupérer Emily pour aller retirer les résultats. Seulement, en chemin, il s'était rendu compte que ce n'était pas le bon jour, les résultats devaient arriver 2 jours plus tard. Ils avaient donc passé un petit moment dans la voiture à discuter. Lorsque, soudainement, Emily avait commencé à se sentir mal. Elle avait mal au ventre ainsi que des sueurs froides. Comme il n'était pas très loin de l'appartement vide de sa mère, Marlon avait proposé à la jeune fille d'aller là-bas afin qu'elle s'y repose un peu. Lorsqu'ils étaient arrivés à la résidence, elle ne se sentait toujours pas bien et malheureusement l'ascenseur était en panne. Ils avaient donc dû monter à pied les 4 étages, ce qui fut une épreuve pour la pauvre Emily. Au fur et à mesure des étages, elle se sentait de plus en plus mal. Lorsqu'ils étaient enfin arrivés dans l'appartement, elle était immédiatement partie s'allonger pendant qu'il lui servait un verre d'eau. Mais, en revenant quelques instants plus tard dans la chambre, il l'avait trouvée inconsciente, elle saignait abondamment. Totalement paniqué, il ne savait pas quoi faire et il n'a pas pensé un seul instant à appeler les secours. À la place, il l'avait portée dans la baignoire, mais la jeune fille se vidait de son sang. En pleine confusion, il était apeuré et il a donc décidé de la mettre dans un sac pour la jeter dans une décharge. Il n'était, selon lui, pas responsable de sa mort, il avait juste paniqué. Après ces terribles déclarations, la décharge fut fouillée, mais ils ne retrouvèrent rien, aucune trace de la pauvre Emily. Le problème, c'est que sans le corps, il était difficile de confirmer ou d'infirmer la version de Marlon. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à la même période, en République dominicaine, 2 autres jeunes filles de 18 ans sont portées disparues.
Toutes ces disparitions de femmes provoquent alors la colère des habitants réclamant justice. Alors que le corps de la pauvre Émilie est toujours introuvable, les autorités retrouvent les corps des 2 autres jeunes filles disparues. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles étaient toutes les 2 très jeunes, elles avaient seulement 18 ans. Les enquêtes révélèrent que l'une avait été tuée par son beau-père et l'autre avait été tuée par son petit ami. Tous les regards étaient à présent tournés vers l'affaire d'Émilie, personne ne croyait à la version de la mort naturelle et de grandes manifestations s'organisèrent pour que justice lui soit rendue. Tout le monde avait peur qu'en raison des relations de Marlene, l'affaire soit simplement classée sans suite. Le jeudi 31 août, les parents d'Émilie commencent à recevoir de nombreux messages. Un corps aurait été retrouvé dans une valise sur le bord de la route et les vêtements correspondent à ceux que portait Émilie le jour de sa disparition, un chemisier rouge et un pantalon blanc. C'est à 46 km de San Francisco de Macorís que la valise fut retrouvée aux alentours de 20 heures. La police scientifique est immédiatement appelée sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Ce qui semble intéressant aux yeux des enquêteurs, c'est que la valise se trouve sur une route très passante, ce qui signifie qu'elle n'est probablement pas là depuis longtemps, probablement quelques heures tout au plus. Le hic, c'est que Marlon et sa mère sont tous les 2 incarcérés depuis plusieurs jours. Les enquêteurs pensent alors qu'ils ont sûrement un ou plusieurs complices. Le lendemain, le 1er septembre 2017, soit 9 jours après la disparition, les résultats de l'autopsie tombent. C'est bien le corps de la pauvre Émilie, ils retrouvent également les restes de son fœtus. Émilie a été victime de 2 blessures qui, l'une comme l'autre, étaient mortelles. Son utérus et son canal vaginal ont été déchirés, ce qui a provoqué une hémorragie interne, mais elle a aussi reçu un violent coup à la tête, ce qui a également provoqué une hémorragie cérébrale. Elle avait des lacérations sur les cuisses et les genoux, ce qui laisse supposer que la malheureuse s'est battue pour sa vie. La famille de la pauvre Émilie est dévastée, elle est complètement sous le choc. Du côté de Marlon, il y a un problème, c'est que les résultats de l'autopsie contredisent totalement sa version. Il va alors changer son histoire. Tout ceci n'était qu'un accident, il voulait effectivement la faire avorter, c'est pour cela qu'il l'avait faite venir dans l'appartement. Il lui avait donné des pilules abortives à son insu et lorsqu'elle s'était rendue compte de ce qu'il se passait, elle était devenue folle de rage, elle s'était jetée sur lui pour le frapper. Il l'avait alors poussée, elle était tombée et s'était accidentellement cogné la tête. Il avait ensuite paniqué et avait fait disparaître le corps. Malheureusement pour lui, cette nouvelle version était elle aussi incompatible avec les résultats du légiste qui affirmait que le coup à la tête n'avait pas pu être provoqué par une simple chute, la fracture était trop importante, elle avait été intentionnellement frappée avec beaucoup de force. Pour les policiers, il fallait à présent trouver quels étaient les complices des Martinez qui s'étaient chargés de déposer le corps sur le bord de la route. Maria Balvina Rodriguez, la femme de confiance de Marlene, celle chez qui elle avait mené Émilie pour faire le test de grossesse, fut aussitôt suspectée. Convoquée au poste de police, voici ce qu'elle va raconter. La nuit suivant la disparition d'Émilie, Marlene l'avait appelée pour lui demander de venir tôt le lendemain matin. Le lendemain, lorsqu'elle s'était rendue chez les Martinez, il y avait une certaine tension dans la maison. Marlon était agité, il ne sortait pas de sa chambre et Marlene lui avait donné 2 pilules pour le calmer. Elle avait aussi remarqué quelque chose d'étrange, la serpillière n'était pas à sa place, elle était introuvable. Jamais la famille Martinez ne faisait le ménage ou utilisait le balai, la serpillière ou quoi que ce soit d'autre pour nettoyer. Elle avait du coup trouvé cela très curieux. De plus, la machine à laver avait aussi été utilisée, il y avait encore des serviettes à l'intérieur. Plus tard, Marlene lui avait demandé de se rendre à la banque et de retirer pour elle 100 000 pesos dominicains. Elle devait ensuite les apporter à un certain Simon Bolivar, l'un de ses employés, plus communément appelé Boli. Elle était bien sûr au courant de la disparition d'Émilie et elle avait pensé que Marlene avait payé Boli pour se débarrasser du corps, mais elle n'avait rien dit, restant fidèle à sa patronne.
Suite à ces révélations, Bolie est immédiatement arrêté. Placé en détention provisoire, en échange d'un accord avec le procureur, il va tout raconter. Très tôt, le 24 août, Marlene l'avait appelé pour lui demander de l'aide. Il s'était donné rendez-vous dans l'une des propriétés des Martinez, une ferme. Il y avait alors Marlene, Marlon, Bolie et Henry, le frère de Marlene, l'oncle de Marlon. C'est Marlene qui avait pris la parole et elle avait expliqué que le jour précédent, Emily et son fils s'étaient disputés, il l'avait poussée, elle était tombée et s'était cognée la tête, ce qui lui avait été fatal. Tout ceci n'était qu'un accident et à présent Marlon, qui avait un brillant avenir devant lui, risquait de se retrouver en prison. Il fallait donc trouver une solution. Henry va tout de suite dire qu'il faut que Marlon se rende. Si c'était un accident, la justice comprendra, il n'ira pas en prison. Et si, au pire, il va en prison, ce ne sera pas pour longtemps. Seulement, Marlene n'était pas d'accord, elle ne voulait pas que son fils aille en prison. Il venait d'obtenir une bourse pour une grande école. Et puis, c'était trop dangereux, avec son statut en prison, il pourrait se faire tuer. Il n'y avait pour elle qu'une seule solution, il fallait faire disparaître le corps. Henry a alors refusé, pour lui il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était tout raconter à la police. Mais Marlene ne pouvait se résoudre à cela. Après le départ de son frère qui ne voulait pas se trouver impliqué, Marlon et Bolie partirent dans des bidonvilles à la recherche d'une personne pour les aider à faire disparaître le corps en échange d'un peu d'argent. Malheureusement pour eux, ils n'avaient trouvé personne, ils avaient dû se résigner à repartir avec le corps. Bolie raconta que durant tout ce temps-là, Marlon ne semblait pas plus que cela ému ou encore perturbé. Dans la voiture, il écoutait de la musique, il faisait comme si tout allait bien, il pensait encore pouvoir s'en sortir. De retour bredouille, ils avaient laissé la voiture dans la ferme avec le corps toujours dans le coffre. Marlene lui avait demandé de laisser le portail ouvert car quelqu'un dont il ne connaissait pas l'identité devait finalement venir le récupérer. Lorsqu'il est revenu, plusieurs heures plus tard, effectivement, le corps avait bien disparu. Sa patronne lui avait alors demandé de mener la voiture à la station de lavage. Là-bas, les employés avaient été interpellés par la mauvaise odeur qui régnait dans celle-ci. À la fin de son témoignage, il avait ajouté que quelques jours avant la disparition de la pauvre Emily, il avait surpris une conversation entre Marlene et Marlon. Elle lui disait « Tu as été un homme pour la mettre enceinte, maintenant tu dois être un homme pour régler ce problème ». Le procès de Marlon et de sa mère s'ouvre plus d'un an plus tard, en novembre 2018. C'est muni de gilets pare-balles que mère et fils arrivent au tribunal. Le jeune homme est accusé d'avoir voulu faire avorter de force sa petite amie et de l'avoir tuée en la frappant d'un violent coup à la tête. Sa mère, Marlene, est quant à elle accusée d'avoir aidé son fils à faire disparaître le corps de la pauvre Emily. Les autres personnes arrêtées au cours de l'enquête vont toutes, en échange d'un accord, venir témoigner contre les Martinez. Marlon fut reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de 30 ans. Sa mère fut condamnée à une peine de 5 ans d'emprisonnement. Seulement, en décembre 2020, après 2 ans de prison, la cour d'appel ordonne sa libération, jugeant qu'elle a suffisamment payé pour sa faute. Elle est alors libérée et elle quitte la République dominicaine pour retourner aux États-Unis. C'est une affaire vraiment tragique. La pauvre Emily n'avait que 16 ans et sa seule erreur a été de tomber amoureuse de son voisin plus âgé et fils d'une personnalité politique. Marlene avait de grandes ambitions pour son fils aîné, il devait faire de grandes études, il avait obtenu une bourse pour étudier à Harvard, c'était un sportif accompli. Seulement, lorsqu'il a mis enceinte la fille des voisins qui était mineure qui plus est, tout a basculé. Le problème, c'est que Marlene était engagée en politique, elle défendait des valeurs traditionnelles telles que la famille. Que son fils ait mis une mineure enceinte aurait été embarrassant pour sa carrière et son image. Marlene ne pouvait pas supporter que cette histoire gâche les chances de son fils de devenir quelqu'un, mais pas que, sans doute ne voulait-elle pas que cette grossesse écorne son image publique. Elle l'a alors poussé à régler le problème d'une façon ou d'une autre. Je trouve particulièrement vicieuse la façon dont ils ont fait croire aux Peguero qu'ils les soutiendraient, que tout était ok, alors qu'en réalité, ils étaient prêts à tout pour régler le problème.
Il faut savoir qu'en République dominicaine, l'avortement est interdit sauf dans des cas très limités où la vie de la mère est en danger. Même dans ces cas, il peut être difficile pour une femme d'obtenir une intervention médicale en temps voulu en raison de la pression sociale et de l'opposition des autorités religieuses et gouvernementales. Il y a 2 autres pays d'Amérique latine où c'est ainsi, c'est le Nicaragua et le Salvador. Marlon n'avait donc pas d'autre choix que d'assumer cette future paternité, mais non, sous l'impulsion de sa mère, il a préféré tuer son futur bébé qui avait déjà 5 mois de gestation, et cela contre la vie de la pauvre Émilie. L'avortement clandestin est courant en République dominicaine, ce qui peut être dangereux et causer des complications de santé pour les femmes. Les femmes qui sont prises en flagrant délit d'avortement peuvent être poursuivies et risquent jusqu'à 2 ans de prison, tandis que les professionnels de santé qui pratiquent ces avortements clandestins risquent jusqu'à 20 ans de prison. Je vous renvoie d'ailleurs sur une autre affaire dominicaine traitée récemment sur la chaîne, la triste histoire d'Esmeralda, 16 ans, et de son professeur de 35 ans. L'affaire Émilie Peguero a eu un impact profond sur la société dominicaine et a suscité une grande indignation envers les violences contre les femmes. L'horrible nature du crime, associée à l'âge de la victime et à la relation avec le meurtrier, a profondément choqué la conscience publique. Il faut savoir qu'en République dominicaine, 40% des femmes de 15 à 19 ans déclarent avoir été victimes de violences, que ce soit physiques, sexuelles ou émotionnelles, de la part de leur conjoint. De plus, c'est le pays d'Amérique latine où les femmes se marient le plus tôt, 37% avant 18 ans et 12% à seulement 15 ans. Alors, l'âge légal pour se marier est 18 ans, mais si l'un des parents donne son consentement, un adolescent peut se marier dès 15 ans. Le plus souvent, les jeunes filles issues de familles pauvres se marient avec des hommes plus âgés. Elles espèrent ainsi sortir de la pauvreté car souvent, les hommes plus âgés ont aussi un meilleur statut social. Aujourd'hui, Marlon, qui était promis à un brillant avenir, avait une bourse d'études pour Harvard et qui ne souhaitait pas s'encombrer de l'enfant qu'il avait fait à sa pauvre voisine, est toujours en prison et il va normalement y rester encore de nombreuses années. Sa mère, qui souhaitait préserver son image publique, a fait 2 ans de prison et n'a plus aucun espoir de faire une carrière politique. Égoïstement, pour éviter le poids d'un bébé non voulu qui aurait ruiné son image, ses études, il a tué son petit garçon à naître ainsi que sa mère de 16 ans pour au final finir en prison et n'avoir réellement aucun futur. J'espère que la pauvre Émilie et son petit bébé reposent aujourd'hui en paix. J'ai une pensée particulière pour ses parents, ses frères et sœurs. Malheureusement, après la tragédie, le couple a divorcé. Très affectée, Adalgisa est partie vivre en Europe où elle a depuis refait sa vie et elle semble heureuse. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative. Merci à tous ceux qui sont encore présents avec moi à la fin de cette vidéo. Si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Émilie dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir en likant, partageant, j'ai vu dans les statistiques que vous étiez nombreux à le faire, et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!